Mickaël Gauthier et je suis responsable de toute la partie AWS et bientôt de toute la partie cloud chez Daveo. À toi? Moi je suis, alors désolé mon nom est long, Angèle Latil Flampiel, voilà. J'ai commencé, donc moi je suis chez Magellan Partners, donc, qui est le groupe à acheter Daveo il y a quelques années. Et moi j'ai commencé chez Magellan en 2020 et j'étais consultante en numérique responsable. Donc c'est mon domaine d'expertise à la base. En fait, au fur et à mesure, je me suis investie en interne au sein de mon cabinet de conseil, en fait, dans les questions de développement durable. Et donc maintenant je suis 100% responsable RSE du cabinet. C'est un cabinet de 2000 collaborateurs, dont Daveo fait partie. Et du coup l'idée c'est qu'on puisse en fait, vous offrir des expertises assez complémentaires, Mickaël et moi. Moi en tant que connaisseuse des questions climatiques, développement durable et puis quand même du numérique responsable. Et moi sur ma connaissance d'AWS du haut de mes 8 ans d'expérience sur le sujet. Voilà, et vraiment n'hésitez pas à nous interrompre à n'importe quel moment, voilà. N'hésitez pas. Du coup, je vais un peu commencer par vous remettre un peu le contexte et les enjeux en question. Évidemment, il y a le rapport du GIEC, le dernier rapport qui est sorti hier. On est au courant que en fait, les enjeux climatiques sont de plus en plus prégnants, et même au-delà de ça, les enjeux RSE, donc c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on assiste à une vraie responsabilisation progressive, certes, et tardive, mais qui arrive, de tous les acteurs de l'IT sur ces questions développement durable. On va se mentir, la première raison, c'est le premier moteur, c'est un moteur réglementaire. Moteur réglementaire sur plusieurs aspects. Le premier, c'est d'abord que les entreprises ont, depuis quelques années, subissent des exigences accrues en termes de transparence de leur politique de développement durable. Elles doivent rendre des comptes, non seulement sur des engagements, ça c'était il y a quelques années, mais de plus en plus sur des actions et sur des documents de preuve. Ça c'est le premier point. Donc elles doivent faire preuve de transparence. Le deuxième point, c'est que en fait, elles ont également des obligations réglementaires de plus en plus fortes sur les thématiques sociétales et des thématiques environnementales en particulier. Pour notre secteur, par exemple, ça va être la loi REEN en France, qui oblige de plus en plus de data centers, par exemple, à réutiliser leur chaleur thermique produite. Donc ça peut être des questions extrêmement spécifiques, mais ça peut être aussi une loi comme le BGS réglementaire, donc le bilan carbone, qui s'accentue aujourd'hui par les réglementations européennes et qui fait que de plus en plus d'entreprises sont obligées de mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre, de s'engager dans des objectifs de réduction de leurs émissions à horizon 2030 et 2050. Et ces objectifs de réduction doivent être compliants par rapport aux accords de Paris et de sensibiliser leurs collaborateurs sur le sujet. Le moteur principal, c'est que, par exemple, les obligations bilan carbone, elles concernent aujourd'hui les entreprises de plus de 500 salariés. Elles vont concerner demain, avec la CSRD, donc les nouvelles réglementations européennes, toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Donc ça élargit carrément le scope. Donc déjà, on a ce premier facteur. Et en plus de ça, la performance environnementale de toutes ces entreprises qui sont obligées de répondre de leurs émissions, elle dépend de la performance environnementale de leurs partenaires et de leurs fournisseurs. Donc moi, je me place ici devant vous en tant que responsable RSE surtout. J'ai pris mes fonctions en 2021 de responsable RSE. Depuis très peu de temps, quand je suis arrivée vraiment dans ma fonction, on nous demandait des exigences très très limitées, quoi. On devait s'engager, signer des chartes, il y avait beaucoup de greenwashing et de bullshit. Quand je suis arrivée, on devait s'engager dans des grands objectifs, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. C'est-à-dire que maintenant, on nous demande non seulement de s'engager, mais surtout de proposer des actions claires, de s'engager sur des objectifs non seulement de moyens, mais de résultats avec des documents de preuve. Et ça, tous les acteurs de l'IT aujourd'hui sont concernés par ces nouvelles réglementations et ces pressions de leurs partenaires. La réglementation influe sur la pression par les pairs. À ceci s'ajoutent d'autres contraintes, d'autres ambitions qui sont celles des salariés.
Évidemment, on n'est pas perméable en tant que salarié à ce qui se passe dans la société. On a tous conscience des enjeux climatiques et environnementaux et même sociétaux que nous traversons. Et ce qu'on constate, c'est le fameux délire sur la génération Y, hein, mais il y a des études très claires là-dessus. Il y a une enquête de l'Ipsos, par exemple, qui est sortie en 2021, qui demandait aux étudiants c'est quoi le secteur dans lequel vous voulez travailler le plus. Et depuis quelques années, la réponse c'est le secteur de l'environnement, ce qui n'était absolument pas le cas il y a quelques années. Une autre question qui était sur qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux, on va dire, dans votre métier, qu'est-ce qui est le plus important pour vous d'accomplir. La première réponse, je crois que c'est depuis 2 ans, comme ça, c'est d'avoir été utile dans la société. Donc en plus de ça, les entreprises ont un intérêt énorme, c'est celui d'attirer tous ces jeunes qui veulent bosser dans des entreprises qui vraiment portent des valeurs fortes et aussi retenir leurs collaborateurs parce que de plus en plus, et ça nous on le voit hein, chez Daveo, Magellan, etc., nos collaborateurs veulent de plus en plus s'engager dans leur travail, dans des actions sociétales. Ils veulent que les missions qu'ils font, on voit hein, chez nos clients, pas simplement faire une migration lambda, mais vraiment aussi avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Évidemment, un troisième facteur, qui est le facteur des clients et des partenaires. Aujourd'hui, on a des critères accrus pour vendre des services qui soient de plus en plus respectueux de l'environnement et de la planète. Donc toutes ces contraintes-là, j'en ai oublié une, pardon, qui est celui en fait de la réalité de ce qui se passe. On a eu le Covid, on a eu la crise ukrainienne, on a eu pendant le Covid, par exemple, la crise des semi-conducteurs. Ça a été extrêmement concret, c'est-à-dire que nous, au sein de Magellan Partners, on l'a vu concrètement, on avait des clients, par exemple, qui se sont retrouvés du jour au lendemain, ils avaient des commandes entières d'équipements, à ne plus pouvoir renouveler leurs équipements parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement concrets. Sachant que cette crise des semi-conducteurs était conjoncturelle, c'était dû au fait que les usines en Chine se sont arrêtées d'un coup, alors que le télétravail a explosé, ce qui fait que du coup, on a eu une explosion des besoins informatiques et on n'avait pas les ressources avec. On sait que cette crise conjoncturelle, en fait, elle va être structurelle. Demain, on va avoir des pénuries de ressources, notamment en métaux rares, c'est quand même le nerf de notre métier. Et ça, les entreprises doivent absolument l'intégrer dans leur stratégie. Pareil au niveau énergétique, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, la crise ukrainienne, a accéléré une crise de pénurie énergétique. Et ça, encore une fois, demain, ça va être structurel. Donc pour tous ces facteurs, en fait, c'est très important de réaliser que les questions environnementales, ce n'est pas des questions d'amiches, bobos, qui veulent faire du bien pour la planète, c'est des questions extrêmement sérieuses, pragmatiques, et c'est des enjeux, même pas d'avenir, c'est des enjeux d'aujourd'hui, et qu'on doit tous adresser dans nos métiers, particulièrement dans le secteur de l'IT. Et comme le dit Angèle, de toute façon, ça ne va clairement pas aller en s'améliorant. C'est clair. Désolée, c'est un peu déprimant, mais en même temps, il faut regarder les choses en face pour essayer de comprendre le sujet. Donc, pour revenir un peu sur les bases, pour vous donner un peu ce qui se passe. Donc, le numérique, en 2019, était responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Ça, c'est à l'échelle mondiale. C'était l'équivalent de 2 fois l'empreinte carbone de l'aviation civile. En 2025, si on ne change pas de notre trajectoire, et là on est en 2023, on ne l'a toujours pas changé, on devrait arriver à 8%, ce qui est l'équivalent de l'empreinte carbone de l'automobile dans le monde. En plus des émissions de gaz à effet de serre, on a évidemment d'autres impacts environnementaux et qu'on a tendance à sous-estimer et qu'il faut inclure. Donc on a évidemment les questions d'épuisement des ressources. Par exemple, ce qu'on sait peu, c'est que en fait, fabriquer des équipements, j'en reparle juste après, ça demande énormément, par exemple, d'eau douce. Ça demande énormément, évidemment, de minéraux, de métaux, d'énergie également. Le numérique est aussi responsable d'énormément de pollution tout au long de son cycle de vie, de l'air, des eaux et des sols. Ça produit une quantité immense de déchets, qui aujourd'hui ont du mal à être recyclés. On commence à s'améliorer, à investir là-dedans, mais c'est absolument améliorable. Et puis, il y a d'autres facteurs comme les radiations, les émissions de particules fines, etc.
Donc ça, en tant qu'acteur de l'IT, il faut en avoir conscience à notre échelle. Et surtout, il faut mesurer. Il faut qu'on comprenne un projet IT, qu'est-ce que ça va, quels sont les impacts environnementaux associés. À votre avis, qu'est-ce qui pollue le plus dans le numérique? Est-ce que c'est les data centers? Est-ce que c'est les terminaux utilisateurs, c'est-à-dire les PC, les portables, Internet des objets, etc. Ou est-ce que c'est le réseau? Les terminaux. Tout dépend du mix énergétique, non? Si on est en France ou à une échelle globale. Là, je te parle global, monde. Mais c'est absolument une très bonne question. Le réseau aussi. Le réseau? Ouais. Data center, réseau, terminaux. Data center, terminaux. C'est toi, ça. Ouais. Allez faire la fraise du numérique, c'est super. La réponse, c'est les terminaux. Les terminaux sont responsables de 66% de la pollution numérique. Ça, c'est un graphique obsolète qui date de 2019, mais malheureusement, c'est le dernier qu'on ait. Hein, voilà. Mais c'est à l'échelle mondiale. On sait que ça a changé depuis, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, la dernière étude la plus fiable possible, c'est greenIT.fr. C'est 66% dû aux terminaux. Ce graphique, il se justifie, ce que vous voyez en rouge, c'est la part de fabrication. Hein. C'est la seule fabrication des équipements. Ce que vous voyez en bleu, c'est l'utilisation, donc c'est-à-dire quand je branche mon équipement. Ça a une conséquence claire, c'est caractérisé par le sac à dos écologique. Le sac à dos écologique, c'est la quantité de ressources nécessaires à la base, en kilos, pour produire un objet fini. Évidemment que dans l'IT, on a un rapport absolument délirant. Donc là, vous avez les chiffres. Pour un ordinateur portable de 2 kg, il nous faut 200 kg de carburant fossile, 600 kg de minéraux et plusieurs milliers de litres d'eau douce. Douce, attention. Sans parler des produits chimiques, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de ressources pour produire un PC? À votre avis, ça vient d'où? L'extraction, absolument. C'est ça le principal. Ce sac à dos écologique, il s'agrandit avec les années. C'est-à-dire qu'en 1950, par exemple, je suis désolée, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais en gros, il fallait extraire de la croûte terrestre beaucoup moins de minerais pour avoir une quantité de métaux. Sauf que maintenant, les mines les plus rentables ont déjà été exploitées et utilisées. Il faut toujours plus d'énergie et de ressources pour avoir la même quantité de métaux au final. Ces métaux, pour les extraire, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en fait, c'est des énormes machines qui utilisent des énergies fossiles dans des pays en développement, etc. Donc ça, c'est un peu pour vous resituer les différents impacts. Cependant, ce graphique-là, comme je vous disais, il va un peu changer avec les années à venir. Pourquoi? Parce que le pourcentage des data centers va très certainement augmenter. Il y a aussi le fait que nos minerais, on en a de moins en moins, c'est de plus en plus compliqué de les extraire, et que au final, pour 600 kg de minerais, aujourd'hui, on va récupérer encore moins de métaux rares qui nous sont nécessaires à fabriquer nos équipements. Ouais. Donc ça va être de pire en pire en fait au final. Oui. Encore une fois. Encore une fois. Voilà. C'est pas pour déprimer les gens, mais... C'est, voilà. Donc la part des data centers, elle va augmenter dans les années à venir. Pourquoi? Parce que l'explosion des usages, tout simplement. En gros, ça fait depuis un certain temps que les capacités de stockage, de traitement de données ont explosé, évidemment. Sauf que depuis ces dernières années, ça a été amorti parce que les data centers ont gagné en efficacité énergétique de manière hallucinante. Donc parce que le porte-monnaie allait avec, hein, on va pas se mentir, hein, c'est des optimisations énergétiques qui du coup sont des optimisations dans le porte-monnaie. Donc les cloud providers ont énormément investi pour vraiment améliorer l'efficacité énergétique de leur data center. Ils ont aussi été soumis évidemment à des réglementations eux-mêmes de plus en plus fortes. Donc on a tout ça. Et en plus, il y a l'émergence du cloud qui permet une hyper-convergence beaucoup plus efficiente que les data centers on-premise à la base. Cependant, ces gains d'efficacité énergétique, aujourd'hui, ils commencent à ralentir de manière absolument énorme, alors que les usages explosent. Avec l'intelligence artificielle, le big data, le métaverse,
l'Internet des objets, etc. Donc là, on va arriver à un moment où on va plus pouvoir contrôler ce camembert bleu clair. Et c'est là qu'on va intervenir, nous. Juste pour vous donner un petit quiz, voilà. En 2010, le volume de données créées et répliquées dans le monde était de 2 zétaoctets. Un zétaoctet, c'est 1000 milliards de gigaoctets. À votre avis, quel était ce chiffre en 2020? 54. 5. C'est 54. Eh bien non, 64. Donc on a eu un volume des données qui a été multiplié par 30, plus de 30 en 10 ans, et on sait que ça va augmenter encore. Le truc, c'est que tout ce qui est big data, tout ce qui est machine learning, sur ces 10 dernières années, ça a complètement explosé. Ce qu'il faut, quand on l'a pratiqué, ce qu'on sait, c'est que pour que ce soit efficace et que ça fonctionne, il faut une quantité de données qui est totalement incroyable. Donc on s'est amusé à récolter tout et n'importe quoi, juste pour que ces modèles puissent fonctionner et apprendre et faire ce qu'on leur demande de faire. Mais aujourd'hui, typiquement, vous ne voulez pas savoir la quantité de données qu'il y a derrière le moteur de recherche de Google pour que ces algorithmes fonctionnent. C'est totalement ubuesque. Mais ça fonctionne, ça fait ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, tout le monde est content. Quand il cherche quelque chose sur Google, ça fonctionne. Le problème aussi, c'est que dans nos écoles de formation IT, tous ces enjeux étaient absolument inexistants. Et on a été éduqués vraiment dans l'infobésité, en fait. On n'a pas de limite. L'émergence du cloud aussi, ça fait que c'est tellement facile de créer une ressource que du coup, en fait, on ne pense jamais à les supprimer. On ne réfléchit pas à quelles ressources est-ce qu'on consomme. Et du coup, individuellement, on est tous responsables aussi de cette explosion des ressources dans notre vie personnelle et professionnelle. Je vous partage là l'exemple d'un cas client pour un peu incarner ça. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an et demi, bon, je peux pas vous dire qui c'est, mais donc un grand fournisseur de l'énergie. Il y en a plusieurs. Voilà, on ne sait pas qui. Bref. J'ai été missionnée donc, en 2020 chez eux et dans leur département IT. Notre objectif, c'était de décarboner leur hébergement de données. En gros, ils avaient une énorme partie, quand je suis arrivée, de leurs données qui étaient dans des data centers on-prem, notamment chez Equinix, etc. Et donc, l'objectif, c'était de décarboner tout ça. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le numérique responsable, ça ne se fait absolument pas comme ça, et ce n'est pas qu'une question de technicien. Ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, c'est une question de culture d'entreprise. Le premier truc qu'on a fait déjà, c'était de sensibiliser la direction. On va pas se mentir, la première étape, on sensibilise la direction. Donc on leur a fait faire des fresques, des ateliers de sensibilisation, etc. pour qu'ils comprennent les enjeux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une feuille de route avec eux, avec des objectifs qui étaient liés à leurs objectifs business. Pour vraiment, on a fait un livre blanc qui devait ensuite, on a mesuré leur empreinte environnementale. On a mesuré on-prem. Ils avaient quelques ressources cloud à l'époque. Et du coup, on a pu faire nos estimations et se rendre compte qu'effectivement, à la ressource près, le cloud était, en l'occurrence dans ce cas, et c'est la plupart du cas la plupart du temps le cas, merci. Voilà. Le cloud était plus optimal au niveau environnemental. On pourra reparler, si vous voulez, après, plus tard dans les échanges, de en quoi le cloud vraiment peut être un facteur environnemental intéressant. Bref, on a mesuré leur empreinte environnementale. En fonction de la mesure, on a déterminé un plan d'action et on a commencé, dès la mise en place des premières actions, à sensibiliser tous les experts cloud et on-prem sur les sujets environnementaux pour qu'ils essaient de repenser leur métier et que le critère environnemental soit pris en compte dès la conception des projets. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en tant que technicien, vous allez changer une application, vous allez vouloir changer une application pour la rendre plus green, je dirais. Le problème, c'est que le métier, lui, il ne va pas comprendre pourquoi. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça lui rende le service. Si vous ne lui expliquez pas que, par exemple, vous avez un historique de 10 ans de données et qu'en fait, il y en a 5 ans qui servent à rien, qui ne sont jamais consultés, que vous allez lui supprimer, lui, son premier réflexe, ça va être « Ah bah non, je veux l'avoir au cas où ». Donc, il faut lui expliquer le pourquoi derrière. Mais pour qu'il comprenne le pourquoi,
bah, à un moment, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils comprennent les enjeux qui se cachent derrière ça. C'est un des gros enjeux aujourd'hui qui est très compliqué à faire, parce que ça veut dire vraiment former l'intégralité de la chaîne. Pareil, si votre DSI, derrière, vous lui dites « je vais dépenser tant pour faire que mon application elle consomme moins », lui, il va vous dire « ouais, mais vous avez vu ce que ça coûte par rapport à ce que ça consomme aujourd'hui, quel est l'intérêt pour moi ?» Voilà. Donc si lui ne comprend pas non plus derrière pourquoi, ça ne fonctionne pas non plus. C'est pour nous aujourd'hui, avec Angèle, l'atout majeur pour faire que ça fonctionne, c'est vraiment de former l'intégralité des personnes de la chaîne, de vos applications ou de votre migration, tout ça, à comprendre pourquoi c'est important de le faire de façon durable. Un exemple hyper concret, si on n'avait pas eu cette task force, on va dire GAN-IT, ils auraient de toute façon fait du move to cloud. C'était de toute façon dans leur stratégie de base. Mais à la base, leur projet, c'était vraiment de faire du lift and shift et de vraiment faire aucun changement dans leur application. En gros, ils reprenaient leur application on-prem telle quelle, ils la répliquaient sur le cloud. Nous, notre travail notamment, ça a été de repenser toute leur application pour profiter des avantages environnementaux du cloud. Et ça, oui, ça demande du temps, ça demande des ressources, mais au final, en fait, ils y gagnent. Pour vous donner une expérience, aujourd'hui, moi je suis arrivé chez un client qui était déjà sur AWS. Je vais préciser, c'est un grand fabricant de lunettes. Ils avaient fait typiquement ça. Ils se sont dit un jour, on va passer sur AWS, on va prendre nos applis et on va démarrer des VM et on va tout réinstaller dessus. Typiquement tout ce qu'il ne faut pas faire. Bon, je suis arrivé, c'était comme ça. Je suis ouais, bien, ça va être sympa, on va beaucoup s'amuser. Et en fait, ils se sont dit, bon, et l'enjeu au départ n'était pas un enjeu rentable, c'était un enjeu clairement de facture. Bon, ça coûtait un peu un bras. Et pour vous donner un peu le temps pour transformer cette application en cloud native et du coup en beaucoup plus durable, ça a pris 3 ans. Donc, derrière, il faut expliquer que pendant 3 ans, vous allez travailler à modifier une application pour que derrière, elle consomme moins. Que ce soit des ressources environnementales ou de l'argent. Moi, j'ai fini. T'as fini? Bah ouais. Bon, c'est mon tour alors. Ouais, c'est ton tour. Ok, à mon tour. Donc, un des grands principes aujourd'hui de la migration durable, c'est le GreenOps. Parce que le GreenOps, c'est aujourd'hui ce qui va vous permettre de maintenir vos applications sans qu'elles consomment trop, je dirais. Après, il y a certains qui ont tendance à dire que c'est la même chose que le FinOps. Alors, d'un point de vue sur certains principes, oui, je suis d'accord, parce qu'on essaie toujours de ne consommer que le minimum de ressources nécessaires à une application ou à un workload global, je dirais. Mais il y a un côté qui n'est pas du tout le même, et ça, on va me taper, c'est les réservations d'instances. Ah bah oui, je suis d'accord avec ça. Et j'ai perdu le nom de l'autre. Les savings plans. Voilà, les saving plans sont deux choses en fait où vous vous engagez à consommer pour avoir une réduction. Donc ok, ça rentre très bien dans le truc du FinOps, parce que du coup vous avez une réduction. Mais alors dans le GreenOps, c'est quelque chose qui passe pas. Ouais. Alors encore une fois, c'est pour ça qu'il faut de l'acculturation partout, parce que allez expliquer à un DAF que vous ne voulez pas réserver des instances et que vous ne voulez pas faire de saving plans. Compliqué. Pour avoir fait l'expérience, la réunion se passe pas bien. La réunion se passe vraiment pas bien. C'est chacun défend son point de vue et bon, on va dire que de temps en temps, malheureusement régulièrement, c'est de la fatigue. Mais pas toujours. Pas toujours. J'ai réussi à avoir gagné une fois. Ouais. Mais il m'a quand même répondu que notre migration, il fallait qu'on la fasse vite. D'accord. Le retour de maître. Voilà. Après, si on ne fait pas de réservation d'instance, est-ce que ça va réellement servir? Parce que de toute façon, chez le clouder, alors, la machine est déjà en place. D'un point de vue consommation directe, non. D'un point de vue donner l'impulsion à la société de faire plus vite, oui. Du coup. Mais sur la consommation réelle, là, ça va non, sur la consommation réelle, ça n'influera pas alors directement. non, mais ça influe sur le facteur principal, qui est la fabrication des équipements.
C'est ça qui pollue le plus. Hein. C'est vraiment, donc en fait, rationaliser le nombre de serveurs physiques au final, c'est ça le nerf de la guerre, vraiment. Oui. Et donc à ce point, il n'est pas intéressant de réserver des instances anciennes, mais encore très performantes pour nos besoins. Alors, je retournerai à la question. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir ces instances pour faire fonctionner l'application? Est-ce qu'il n'est pas possible de modifier l'application pour la faire tourner sous un autre système? J'y viens après, hein, j'expliquerai après. Mais potentiellement, c'est plus ce genre... Si on en vient à se dire il est intéressant de réserver des instances, c'est qu'à un moment, le cheminement n'est pas bon. C'est le truc. Alors je comprends, il y a certains cas où on n'a pas le choix, de très vieilles applications qui tournent sur un hardware spécifique, qui est certifié, qu'on ne peut pas changer. Là, dans ce cas-là, et qu'on sait qu'on va encore utiliser cette application pendant tant de temps, là, oui, effectivement, ça peut être intéressant. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas le changer. Il existe un autre exemple très simple aujourd'hui, SAP. Oui. SAP, non négociable. De toute façon, on sait qu'on ne peut pas le transformer, on sait qu'il ne tourne que sur certains types d'instants qui sont certifiés, donc oui, dans ce cas-là, on les réserve et on sait que de toute façon, SAP, on ne va pas s'en débarrasser. Non. Malheureusement, pour sortir de SAP, ça fait causer. C'est un peu le rien. Après, le bon cheminement dans le CleanOps, c'est comment on fait son infrastructure aujourd'hui. C'est dès le départ, il faut se dire, quand on va migrer son application ou quand on va créer son application, parce qu'il y a encore des créations d'application, prendre en compte dès le départ toutes les bonnes pratiques pour créer une application qui consomme le moins possible, et qui consomme le moins de ressources possible, pas forcément financièrement parlant. C'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer dès le départ, parce que modifier, comme je vous expliquais juste avant avec le cas que moi j'ai vécu, c'est très très long. C'est vraiment très très long. Et du coup, ça coûte plus cher aussi. Les impacts environnementaux précisément des data centers, juste pour resituer en soi. On a évidemment les infrastructures, donc en fait le bâti des data centers, qui est extrêmement polluant, par exemple le béton, c'est une matière extrêmement polluante. Et à l'intérieur des data centers, on a le parc d'équipements informatiques, donc la fabrication des équipements, qui est extrêmement polluante, et évidemment la consommation énergétique. Mais la consommation énergétique, évidemment que c'est une énorme source, hein, mais elle est de plus en plus optimisée. De plus en plus, les cloud providers font recours à des énergies renouvelables, de production locale, etc. Donc ça reste une grosse part, mais c'est pas la seule. Et puis ensuite, on a la fin de vie de tous ces équipements qui finissent, voilà, quelque part, on ne sait pas où. Et puis enfin, il y a la partie épuisement des ressources. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais par exemple, il y a de plus en plus de data centers qui sont en procès localement dans les endroits où ils sont, parce qu'ils utilisent majoritairement de l'eau, par exemple, pour essayer de réduire la consommation énergétique des data centers. Il y a plein de data centers qui, par exemple, font recours à l'eau maintenant pour refroidir. Parce que ce qui est extrêmement polluant, c'est évidemment de charger les différents équipements, mais c'est aussi de refroidir le data center. Avant, on utilisait des énormes systèmes de climatisation hyper énergivores. Maintenant, ils sont hyper optimisés, mais très souvent, c'est au détriment de l'eau qui est utilisée. Donc, il y a énormément de data centers, enfin, énormément, de plus en plus, qui sont en conflits locaux parce qu'ils utilisent de l'eau locale dans des zones qui, parfois, sont en détresse hydrique localement, quoi. Donc, on a aussi ces impacts-là. On a l'impact de l'accélération de la pénurie de métaux rares, d'eau, voilà. Donc c'est des impacts hyper divers. Ensuite, le grand principe du GreenOps, c'est la surveillance et la gestion itérative. On le sait tous, aujourd'hui, les applications ont un cycle de vie. Elles vont potentiellement être beaucoup utilisées au départ, et puis ensuite beaucoup moins, parce que désuètes, et puis là, il va y avoir une grosse mise à jour de fou qui rajoute plein de fonctionnalités, et là, on reprend un pic. Le réflexe, typiquement, c'est de toujours surprovisionner, c'est-à-dire au cas où. Au cas où. On entend vraiment souvent ça chez nous. Non, mais au cas où. Ouais. Le problème, c'est que le au cas où fait que régulièrement, il y a la moitié des VM, entre autres, qui servent à rien. Dommage. Et on le paye, et 2, on consomme juste 2 fois plus que ce qu'on aurait besoin. Ce qui est un peu dommage.
quand même. La deuxième chose qu'il faut penser dans le GreenOps, c'est la mutualisation. Ça ne sert à rien d'avoir 2 serveurs qui tournent avec 20% de workload, alors qu'on pourrait très bien en avoir un qui va tourner à 60. Enfin, si on fait le ratio de mettre les deux, on ne va pas monter à 40, on va monter un peu plus, parce que des choses qui font qu'on montera un peu plus. Et c'est plus intéressant de ce point de vue-là. On a tendance à dire, ouais, une application, une VM sur le cloud. C'est facile, hein, c'est 3 clics, ça marche. On se pose pas la question, quoi. On se pose pas la question. Mais là, on va réserver, je vais dire une bêtise, une fois 4 Go et une deuxième fois 4 Go de RAM, alors qu'on va en utiliser 1 Go de chaque côté et qu'on aurait bien pu faire tourner les deux sur la même, et du coup en avoir une en moins. Et ça, ensuite, ce qui rentre en ligne de compte, c'est l'emplacement géographique. Alors, l'emplacement géographique, il y a beaucoup de choses à dire. C'est on évite de prendre un data center qui est au bout de la planète, parce que d'un point de vue réseau, la consommation va être sympathique. Et 2, il y a quand même des data centers et des régions où le refroidissement est quand même beaucoup plus efficace que dans d'autres. Typiquement, entre un data center en Irlande et un data center en Arizona, je pense que le refroidissement, ça va pas tout à fait être la même chose. Alors, dans la performance environnementale des data centers, il y a 2 indicateurs, on va dire, principaux qu'il faut prendre en compte si on a les données, parce qu'elles ne sont pas toujours accessibles. Le premier, c'est le PUE, donc c'est l'efficacité énergétique du data center. C'est le Power Usage Effectiveness. Il y a des gens, j'imagine, qui ne savent pas ce que c'est. Ok, cool. Le Power Usage Effectiveness, c'est la quantité totale d'énergie consommée par le data center divisée par la quantité d'énergie utilisée par les seuls équipements informatiques. Ça permet de voir s'il y a une grosse partie de l'électricité qui est utilisée par d'autres équipements que les équipements, que les serveurs, et donc notamment en refroidissement. Donc, vous pensez, un data center efficace, ça va être un data center qui va être proche de 1. 1 sur 1 égale 1. Donc, on estime que, d'après les derniers chiffres, des chiffres d'il y a 1 an, réserve 1 an. En Europe, je crois que c'était environ de 1,58. La moyenne de PUE des data centers européens, 1,58. Les cloud providers, on se rapproche plus de 1,2. Donc évidemment que les cloud providers sont beaucoup plus efficaces au niveau de leur PUE. Le deuxième facteur, une fois qu'on parle de l'efficacité énergétique, c'est d'où vient cette énergie. Donc là, c'est l'intensité carbone de l'électricité du data center. Et là, ça va totalement dépendre des cloud providers, des data centers en question, etc. L'intensité carbone va être meilleure si on utilise des énergies renouvelables, du nucléaire. On ne va pas rentrer, ce n'est pas sur le nucléaire, on parle simplement de carbone ici. Voilà, c'était pas l'enjeu. Mais du coup, vous pouvez vous renseigner, par exemple, sur les data centers que vous choisissez. Est-ce qu'ils ont un PUE proche de 1 ? Est-ce qu'ils ont une intensité carbone faible dans leur production d'électricité ? Puis même, il est quand même plus facile de refroidir un data center là où il fait une température modérée et humide que quand il fait 45 degrés. Oui, à un moment... ça paraît cohérent. Et dernier point, je vous ai parlé du PUE, Power Usage Effectiveness. Maintenant, comme je vous ai dit, beaucoup de data centers utilisent de l'eau pour refroidir. Donc il faut aussi prendre en compte, si vous avez l'information, du WUE, le Water Usage Effectiveness. L'un des derniers points du GreenOps est les classes de stockage. Aujourd'hui, on a tendance à stocker beaucoup de données et on a tendance à tout laisser en un truc qu'on a accès tout le temps. Il faut savoir que entre la consommation de, pour pas les nommer, S3 et glacier, d'un point de vue énergétique, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, bien penser à mettre en place des cycles de vie pour, déclasser vos données au fur et à mesure que vous ne les utilisez plus, et 2, potentiellement, le mieux, c'est les supprimer quand elles ne servent vraiment plus à rien. C'est l'idée. Voilà. Voilà les grands principes du GreenOps aujourd'hui. Pour nous, en tout cas. Pour ça, nous, on a mis en place une offre et créé ce qu'on a appelé une Cloud Factory, qui est aujourd'hui formée d'un point de vue SRE pour RSE, pardon, je vais y arriver, dans le bon sens c'est mieux. C'est toujours mieux dans le bon sens. Qui sont formés sur le RSE et qui sont aussi formés évidemment sur, concernant Lyon, AWS.
à savoir on a la même chose concernant Lille pour GCP. Pour vous accompagner, enfin, pour accompagner les clients plus précisément dans la migration de façon éco-responsable. Donc, ils sont capables d'intervenir aujourd'hui, que ce soit dans l'acculturation de tout le personnel, de toute la chaîne de décision et qui vont opérer les applications côté client, et dans la migration, de comment on fait la migration aujourd'hui avec une phase d'audit pour calculer aujourd'hui où ils en sont, les aider à migrer de la bonne façon leurs applications et ensuite les aider à suivre et à optimiser le cas échéant pour toujours s'améliorer. Parce que finalement, ce travail de GreenOps, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. C'est un effort de tous les jours, quasiment. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui pour nous, ce que nous avons mis en place à ce niveau-là. Et maintenant, on va continuer. Comment on le fait? Aujourd'hui, on fait une phase d'évaluation. Donc c'est bien, aujourd'hui, typiquement, qu'ils soient déjà sur AWS ou qu'ils soient encore sur leur data center on-prem, on va faire une phase d'audit de, voilà, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'il est intéressant de migrer, et dans certains cas, qu'est-ce qui n'est pas intéressant de migrer. Parce que de toute façon, il y a certains cas où ça va être très compliqué. Typiquement, je connais un grand fournisseur de l'énergie où aujourd'hui, leur SAP, le met dans le cloud, no way. Bah ouais. C'est juste pas possible. Ils ont retourné le problème dans tous les sens possibles et imaginables, hein, ça passe pas. Bah, le mien aussi, pareil. Fournisseur. Ouais. Donc, et derrière, on va définir un plan de comment il est intéressant de migrer, parce que forcément il y a des applications qui sont liées les unes aux autres et on est obligé de les embarquer plus ou moins les unes avec les autres, et deux, pour que ce soit le plus efficace, le plus rapidement possible pour le client, aujourd'hui. C'est ce qu'on essaie de mettre en place. Ce plan de migration a pour but de pouvoir montrer aussi aux dirigeants qu'ils n'investissent pas dans rien. Regardez, ce qu'on fait, ça commence déjà à descendre. Et du coup, ça les invite derrière à pousser encore plus. Dire, ok, c'est intéressant votre truc, et continuez, et par contre, allez encore un peu plus vite. Hein, parce que, ce serait bien qu'on ait un résultat tout de suite. Hein, moi, j'ai une réunion avec le grand patron, là, j'aimerais bien lui montrer qu'on est presque à la fin. C'est du vécu. Hein. Ensuite, une fois qu'on a fini ça, c'est de maîtriser. Voilà, maintenant on a migré, on est bien, on est sur le cloud, maintenant c'est de maîtriser. On refait une passe derrière, parce qu'on a déjà fait une au départ pour calculer et se dire, on a déjà vu que, oh non mais là, la VM est trop grosse, là il y a trop de données, machin. Donc on a migré et on refait une passe derrière pour vérifier que ça colle bien à ce qu'on a fait au départ, au calcul qu'on a fait au départ. Et on va s'apercevoir régulièrement qu'en fait, non. Il y a une application par rapport à ce qu'on nous avait dit ou ce qu'on avait mesuré, finalement, elle va consommer plus. Donc, il va falloir qu'on remonte un petit peu. Ah, celle-là, par contre, elle consomme beaucoup moins. Donc, du coup, on va redescendre. Et on va aussi commencer à regarder comment on pourrait modifier certaines choses. Comment, par exemple, aujourd'hui, j'ai une application, c'est une VM, elle fait quoi? Elle lance des batchs toutes les 5 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre sur un autre service qui va ne s'allumer que quand c'est nécessaire? Est-ce qu'elle a besoin d'être allumée toute la journée? Est-ce que, plein de questions. Et on est d'accord, cette phase, elle inclut du monitoring aussi perpétuel, avec aussi le type de tagging qui permet d'identifier les ressources. C'est exactement ça. C'est que pour maîtriser, aujourd'hui, il faut déjà mettre en place une politique de tagging pour savoir finalement qu'est-ce qui consomme quoi, au final. Et derrière, avoir des outils de monitoring qui vous permettent derrière d'arriver à visualiser correctement ça. Parce que les rapports de tag d'AWS sont fâchés à AWS, qui atterrissent dans le bucket S3. À lire comme ça, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Donc derrière, après, AWS met en place les outils pour pouvoir le faire correctement. Tout ça. Voilà. Et ensuite, on peut utiliser, pour mesurer notre progression sur plusieurs mois, plusieurs années, l'outil que fournit AWS aujourd'hui, qui est le Carbon Footprint Tool. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu. À mon sens, je trouve qu'il aurait mérité son propre menu, mais ouais. Là, il est un peu caché. Et après, nous, là-dessus, on a aussi et d'ailleurs, on a travaillé avec AWS, avec Cyril Desblois,
pour un peu complémenter l'outil sur Alors, en fait, sur le aujourd'hui, scope 3. on propose plus de ça quand on veut aller vraiment plus loin que la partie juste cloud, deux outils qui sont utiles aujourd'hui, un qui s'appelle SWO, alors la traduction. Sustainable Way of Working. Ah. Qui est là pour mesurer l'empreinte que vous avez avec, parce que beaucoup de clients l'ont, Office 365 dans sa globalité. Donc l'utilisation de vos mails, de Teams, de SharePoint. Et c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, c'est un outil de mesure, mais aussi de sensibilisation du coup. Parce qu'en fait, tous les collaborateurs, ils ont accès au jour le jour à leur performance environnementale de leurs outils collaboratifs. Donc du coup, ça les sensibilise et en fonction, après, ils proposent des challenges et des défis pour améliorer leur propre performance. On l'utilise en interne, perso, c'est assez étonnant au départ. Ouais. Vraiment très étonnant. Et un deuxième outil qui s'appelle BigGreen, qui est là pour mesurer l'empreinte de l'intégralité du SI de votre entreprise. Alors ça, tu seras plus à même que moi d'en parler. En gros, c'est un outil qu'on a développé à partir de nos expériences clients. Donc au début, c'était un Power BI, autant vous dire, complexe. Et maintenant, on en a fait un outil un peu plus sympa. Et donc du coup, on peut effectivement mesurer toute l'empreinte du SI. Donc on a l'infra, on-prem, cloud, on a le workplace, on a le réseau, on a tout. Et enfin, pour aller plus loin, eh bien, on fait la refonte des applications. La refonte des applications, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est aujourd'hui, vous avez migré, vous êtes sur le cloud, c'est très bien, ça fonctionne et compagnie. Mais maintenant, comment on fait pour encore faire mieux? Encore faire mieux, là on va commencer à devoir attaquer des parties où on va commencer à devoir modifier les applications. Donc modifier potentiellement le fonctionnement de l'application en elle-même. C'est des sujets qui prennent du temps, c'est des sujets qui demandent énormément de réflexion, de savoir, mais derrière, il y a des principes qui font qu'elle va moins consommer. Typiquement, entre une grosse VM qui est lancée, qui va lancer un mastodonte qui va faire plein de petites choses, pourquoi pas la découper en microservices aujourd'hui. Et qui dit microservices, dit derrière, je peux utiliser par exemple des containers. Et mettre ça sur du Fargate, qui est notamment une ressource qui est totalement mutualisée par AWS lui-même. Donc, je suppose malgré tout qu'AWS derrière sait mutualiser ses ressources quand même mieux que nous. C'est un peu leur business quand même au final. Donc, je pense que c'est plus optimisé. Donc, que ce soit en utilisant de l'ECS ou de l'EKS, les deux fonctionnent, les deux sont capables de fonctionner sur Fargate. J'ai fait les deux. Il y en a quand même un qui est plus facile à mettre en place que l'autre, on dira ce qu'on veut. Mais voilà, pourquoi pas utiliser ce genre de choses. Et aussi, tout ce qui peut être exécuté sur Lambda, autant l'exécuter sur Lambda. Il n'y a plus besoin d'utiliser de ressources pour générer le container, il n'y a plus besoin de ça, on met son code et derrière, c'est AWS qui déroule. Et derrière, encore une fois, je suppose qu'il mutualise bien la ressource. Voilà. Quand on n'est pas possible de le faire, pourquoi pas exploser les fonctionnalités, toujours, mais en les laissant exécuter sur des VM, et faire, au lieu d'avoir un gros truc qui exécute tout, avoir plusieurs petites instances qui vont, par exemple, quand il y a besoin d'exécuter, démarrer, exécuter leur charge, s'arrêter. Bon. Par exemple, si on a besoin pendant 10 minutes, on la démarre, elle s'exécute 10 minutes, elle s'arrête derrière. Bon. On l'utilise vraiment que quand on a besoin. Avec ça, notamment, je pense à l'autoscaling group, WS Batch, on va les citer, qui sont deux services où derrière, quand ils sont bien configurés, moi j'ai configuré une appli, pour vous donner un ordre d'idée, où j'avais pas le choix, j'étais obligé de la faire tourner sur une instance Windows qui plus est. Quand elle était quasiment pas utilisée, c'était 8 instances EC2 qui tournaient, à pleine charge c'était 200. Et elle s'adaptait en fonction de la charge. Elle suivait, pour faire simple, des fils SQS. Et en fonction du nombre de messages en attendant dans les fils SQS, elle augmentait ou elle diminuait le nombre d'instances. Tout simplement, tout ça comme une. Et elle avait par contre 8 serveurs qu'on ne pouvait pas couper parce que c'était les fronts. Que si on les coupait, il n'y avait plus rien qui répondait. Donc ça marchait moins bien. Sachant que voilà, c'était une petite application qui tournait 24/24, 365 jours par an. Quand j'ai commencé, c'était 200 serveurs en permanence.
C'était pour les connaisseurs AWS, c'était des C5 2X larges qui tournaient en permanence. C'était pas de la petite belle. Pour le coup, voilà. Voilà le genre de choses qu'on peut appliquer aujourd'hui d'un point de vue compute pour que ce soit plus éco-responsable. Ensuite, on vient la partie stockage. Alors, le stockage des objets, on peut en parler pendant des... Moi, j'ai notamment mis sur le cloud 30 ans de mouvement boursier. Pas mal. C'est un grand boursier. C'était la Bourse de France. Bon, ils en sont conscients. Hein, ils ont mis... Voilà, donc on a mis 30 ans de données boursières, donc tous les mouvements boursiers qui ont été faits, en sachant qu'un ordre de bourse, c'est pas un mouvement, mais c'est 5. Donc sur AWS. Donc, Wow. voilà. Et quand on leur a expliqué, on veut supprimer, on fait ah non, mais surtout pas. Comment ça? Alors je vous explique. 30 ans, voilà, on va faire ça. Ah ouais, mais là, ça fait cher. Bon, derrière, il y avait un Redshift, il y avait tout ça, mais qui tournait avec Spectrum, donc il y avait une partie dans S3, etc. Et après, on a quand même, et ça aura pris 3 mois de tractation, en fait, pour arriver à leur faire supprimer des données. On leur a dit, est-ce que déjà, vous avez besoin de tout en permanence? Parce qu'on avait tout mis en stockage normal. Et on fait, non, on n'a pas besoin de tout en permanence. Est-ce qu'on peut mettre du infrequent access déjà sur certains trucs? Ça consommerait un peu moins déjà, ça coûtera un peu moins cher. Ouais, alors bon, ça on veut bien, mais il faut quand même que ce soit dispo dans la minute. Ça devrait pouvoir se faire. C'était la première étape. La deuxième étape, bon, 30 ans quand même. Pas déconner. Ce que vous en avez à faire de l'ordre de monsieur Intel il y a 30 ans. De toute façon, il est décédé. Ça dépend quel âge il avait. Attends. Oui, non mais. J'aurais essayé d'aller dans mon sens, hein, quand même. Et on fait, ouais, effectivement, on n'a peut-être pas besoin, mais on a quand même des obligations d'un point de vue légal. Bah, dites-nous, d'un point de vue légal, vous êtes obligé de garder. Et en fait, on s'est aperçu qu'au final, ils gardaient 30 ans, mais d'un point de vue légal, ils étaient obligés de garder 10 ans. Donc au final, quand je suis parti, ben, on n'a pas réussi à leur faire supprimer. Mais on leur a dit qu'en dessous de 10 ans, quand même, ça pouvait éventuellement aller dans Glacier. À minima. Dans l'archivage. Ouais, c'est ça. L'archive. Ouais, c'est ça. C'est parti dans Glacier. Donc on l'a mis en archivage, ils l'ont gardé. Bon, j'ai appris depuis, c'est un moment que j'ai fait ça, ils l'ont supprimé. Ah. Il y a quelqu'un qui est passé, qui a renfoncé le clou derrière. Je l'avais bien formé. Donc monsieur Michaud ne pourra jamais retrouver son Non, ordre. voilà, c'est Super. Et ce qu'ils font aujourd'hui pour ne pas consommer trop, justement, c'est que, comme j'ai dit, ils ont un énorme redshift, parce que derrière, c'est ce qui leur permet de facturer à tous ceux qui vont faire des ordres sur la bourse, quelle entité que ce soit, qui vont leur permettre de facturer le fait qu'ils aient fait des ordres. Donc ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils gardent 1 an dans le redshift sur les instances, parce qu'ils ont un besoin vraiment urgent de récupérer ces données-là. L'année N-1 est sur de l'accès normal sur S3, et tout le reste est en infrequent access. Donc ils ont augmenté ça et ils gardent 10 ans comme ça, en sachant que quand ils font rentrer une journée sur les instances, ils font systématiquement ressortir une journée vers S3 sur le stockage normal, qui fait ressortir une journée sur l'infrequent access. Et ils tournent comme ça, et ils ont automatisé ça. Quand je suis retourné les voir, qui m'avaient expliqué qu'ils avaient finalement acté pour mettre ça en place, chose que je n'avais pas possible. Non, 2 ans ça avant. prend du temps. 2 ans avant, c'est pour ça qu'il faut aussi bien prendre le temps de former tout le monde pour qu'ils comprennent pourquoi on le fait. Je leur ai fait alléluia, juste pour la petite histoire. Il en va de ça aussi que c'est pas valable que pour S3. Il y a aussi un autre aspect à bien prendre en compte, c'est qu'on a tendance à démarrer nos serveurs avec nos EBS derrière. Dur. On se dit, tiens, je vais démarrer avec, je vais avoir de la data, un peu, je vais mettre 500 gigas. Mais en fait, c'est 3/4 du temps, ces 500 gigas sont vides. Sauf que d'un point de vue énergétique, derrière, vous avez réservé 500 gigas. Donc vous utilisez 500 gigas. Même si en réalité, dedans, vous en utilisez 10,
bah, vous avez quand même 500 gigas. Alors, autant d'un point de vue coût, ça se ressemble, ce ne sont pas des masses, mais autant d'un point de vue énergie, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment pas du tout la même chose. Donc il vaut mieux aujourd'hui utiliser des services qui sont, un, mutualisés, et deux, qui ne vous imposent pas de respecter la quantité de données dont vous avez besoin. Typiquement, je sais pas, c'est EFS, voilà, je vais y arriver. J'ai du mal ce soir. T'as vraiment du mal. Bah non, je sais pas. Peut-être le fait de mettre le S autour ce matin. Type EFS, type FSX, où derrière vous n'avez pas besoin de réserver de quantité de données. Derrière, le stockage augmente tout seul. Et évidemment, on ne parle pas des S3, évidemment, les S3 c'est la base. Pour les cycles de vie, pour tout ça, ça reste. Personnellement, tant que je peux utiliser S3, j'utilise S3. J'utilise le reste vraiment quand j'ai plus le choix. L'autre impact qui est assez grand, c'est les bases de données. Historiquement, on a toujours été habitué à utiliser des bases de données relationnelles, parce qu'au départ, on connaissait ça. Malheureusement. Mais qui dit base de données relationnelle, dit encore une fois réservation d'espace, obligatoire. Dit derrière, faut pas se leurrer, c'est des VM qui tournent, qui sont propres à vos bases de données. Sur le format RDS aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que derrière, on a des bases de données qui sont soit NoSQL, mais typiquement, DynamoDB, c'est totalement mutualisé. À aucun moment, vous allez spécifier un serveur. Vous spécifiez la quantité, la vitesse de données en entrée que vous voulez en lecture et en écriture. C'est tout ce que vous pouvez. Derrière, le stockage, c'est pas votre problème. Par contre, ça coûte un bras. Je l'ai entendu, je sais. Mais ça coûte un bras, tout dépend de l'utilisation que vous en faites. J'ai vu des cas effectivement où ça coûtait un bras, mais j'ai vu des cas aussi où ça coûtait pas grand chose et même moins cher qu'un RDS à utiliser. Il faut juste l'utiliser de la bonne façon. Mais il ne faut pas essayer de le tordre pour faire quelque chose dont il n'est pas prévu pour faire. Comme tous les services AWS d'ailleurs. C'est dès que vous sortez du contexte dans lequel il a été donné, soit ça rame, soit ça coûte cher. Il faut faire un choix, entre les deux. Ou alors l'utiliser comme il faut. Ou encore dans le petit dernier service qu'ils appellent Aurora Serverless, c'est plus simplement un Aurora avec un auto-scaling group derrière, qui va augmenter et diminuer le nombre d'instances en fonction de l'utilisation. Voilà. Pour les petits exemples. Et la puissance de calcul, j'en l'ai évoqué tout à l'heure, c'est tout ce qui est prioriser tout ce qui est lambda, prioriser tout ce qui est containerisation avec usage Fargate, ou même éventuellement, s'il n'y a pas le choix, sans usage Fargate, mais en mutualisant au maximum le nombre de containers que vous exécutez sur vos C2 pour avoir le maximum de charge possible dessus. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas 4 nœuds alors qu'on a 4 applications, mais 8. C'est pas une bonne idée. L'autoscaling group quand c'est vraiment pas possible, c'est ce qui vous permettra d'augmenter et réduire dynamiquement. Pensez aussi aux plages horaires. Typiquement, vos environnements de dev, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin qu'ils soient allumés H24. Ouais. Et pensez à les supprimer aussi, ça c'est important. Vous savez, j'ai eu un client effectivement où la politique c'était tous les vendredis soirs à 19h, il détruisait l'intégralité des environnements de dev. Ça avait deux effets. C'est que, un, effectivement, le week-end, il n'y avait rien à allumer. C'était tranquille. Et deux, ça forçait tout le monde à faire de l'infrascode parce que ça repopulait automatiquement le lundi matin. Et s'ils n'avaient pas fait l'infrascode, forcément, ça n'allait pas le remettre. Quand ils l'ont mis en place, ça a râlé les premiers mois. Mais les gens s'y sont habitués. Et le dernier type, c'est le type de processeur. Alors, le type de processeur, on peut en dire beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, on a 3 types de processeurs. On a les deux plus grands qu'on connaît tous, qu'on a tous sur nos machines. C'est AMD et Intel, chez AWS. Mais à mon sens, aujourd'hui, quand on le peut, parce qu'on a certaines applications qui ne le peuvent pas, il vaut mieux utiliser Graviton. C'est un, de point de vue énergétique, il est beaucoup plus optimisé que peuvent l'être les processeurs d'Intel et d'AMD. Et le deuxième effet, c'est qu'il coûte quand même moins cher. Voilà ce qui est aujourd'hui, quand on doit refactorer une application, ce sur quoi il faut s'appuyer. Je ne vais pas trop mettre trop. Voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire l'intégralité, parce que là je n'ai fait qu'un résumé, et je pense que toi aussi, sur tout ce qui était dit sur le livre blanc, vous pouvez le télécharger en allant sur daveo.fr.
il est sur la homepage. Il y a quand même 50 pages qui ont été coécrites avec AWS. Vous avez beaucoup d'illustrations, de captures, on vous montre le carbon footprint et tout ça. Là, comme il dit, c'est un condensé, mais si vous voulez vraiment rentrer plus dans le sujet, n'hésitez pas à aller le télécharger. On a essayé de faire quelque chose d'assez concret et de ne pas être dans les grandes intentions et les grands mots, mais d'être vraiment concret, pratique, quoi. Ouais, c'est vraiment des bonnes pratiques, c'est vraiment pour que vous ayez des cas d'usage et que vous puissiez les appliquer assez facilement en entreprise. On donne pas mal de choses aussi sur la sensibilisation, la culturation, et ça a été écrit avec Corinne G, avec 3 personnes de chez AWS, dont un des monsieur Succélable chez eux. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a des cas d'utilisation de l'énergie dissipée par les data centers dans d'autres utilisations? La question aux gens en interne AWS, les gens en question auxquels on a accès n'ont pas eux-mêmes l'information. Donc c'est même chez les cloud providers très cloisonné sur les informations, sur toutes ces informations. Mais c'est une très bonne question et je pense que dans les années à venir, ce sera un peu plus transparent. Enfin, j'espère. Je pense. Il y a des articles récemment sur, je sais plus quel provider qui chauffait une piscine à côté, une piscine municipale. Oui, sur l'utilisation thermique. Le truc, c'est que déjà en Europe, là-dessus, c'est qu'il y a la loi Rennes qui a imposé des obligations de réutilisation thermique. Hein. Donc effectivement, ça se fait de plus en plus. Mais c'est pas systématique et effectivement, en fait, on n'a pas d'informations parce qu'on peut dire réutilisation thermique, on va chauffer une piscine, mais en fait, tant qu'à faire, ça concerne 10% de l'énergie et puis le reste, enfin voilà, ça reste peu transparent pour l'instant. Mais effectivement, c'est un super point. Tu as un data center juste à côté, une école, c'est une super opportunité, quoi. De ne pas perdre de l'énergie. Certains data centers pourraient même chauffer les petites villes. Hein. Ouais, c'est clair. On n'a pas beaucoup parlé de méthodologie. Là, c'était très focalisé AWS. Comment on fait quand un client est multi-cloud? Ah ben, il n'y a pas de souci. En fait, il y a beaucoup de principes que tu peux réappliquer. On va pas se leurrer, les cloud providers, ils ont à peu près le même fonctionnement. C'est aujourd'hui ce qui s'appelle Fargate chez AWS va s'appeler autrement chez un autre provider. Typiquement, une lambda, ça s'appelle une Azure Function sur Azure. C'est un autre nom, je sais plus comment sur GCP, mais... Et après là-dessus, nous, chez Magellan, en fait, à la base, on est expert vraiment numérique responsable de manière générale. En gros, là, ce livre blanc, comme c'était dans le cadre de d'Aveo et en partenariat avec AWS, on s'est axé là-dessus. Mais nous, typiquement, on a une entité qui s'appelle Exakis Nelite, qui est expert d'Azure, par exemple. On est en train aussi de travailler avec OVH. Notre offre numérique responsable, elle est agnostique, elle est tout cloud provider confondu, et même aussi, on fait de la comparaison avec du on-premise. Voilà. Donc, en tout cas, chez Magellan Partners, nous, on traite aussi les questions multi-cloud, mais comme a dit Mickaël, de toute façon, les principes de base restent les mêmes. C'est juste les outils qui sont différents. Ouais, la question, c'était plutôt sur les calculettes que les cloud providers ont sortis, qui en soi en fait ont des méthodologies de calcul qui n'ont absolument rien à voir. C'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais c'est aussi un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui pour mesurer de façon normée la consommation sur les cloud providers. Et c'est pour ça qu'on a notre propre calculette. Voilà. C'est parce que on a, nous, les mêmes facteurs d'émission et les mêmes données d'activité qu'on prend en compte. Mais effectivement, c'est un très bon point, c'est des choux et des carottes. Il y en a qui prennent en compte une partie du scope 3, donc des émissions de fabrication et de fin de vie. Il y en a qui prennent que le scope 1 et 2, donc la consommation électrique. Donc absolument, on peut pas comparer comme ça. On fait, comment elle s'appelle déjà la calculette Azure? J'ai oublié. Bah voilà, effectivement, ça, on peut pas le comparer directement avec le carbone footprint de AWS. Non, ça c'est sûr. C'est un très bon point. Surtout pour rebondir là-dessus, la fabrication, elle compte tout dans la première utilisation, dans sa première vie, dans la vie future. Parce que par exemple, à OVH, il y a OVH, puis après ça devient un Soyuz Start, puis un Kim Sunfit, puis un Soyuz Start. Donc au final, le même équipement va vivre plusieurs vies.
Donc si on compte dans le premier, la fabrication, on va pas la compter 3 fois. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Est-ce qu'on fait une division par 3 Ça reste des calculs complexes qui sont vraiment en fonction des toute cas. De toute façon, la fabrication, aujourd'hui, on utilise la méthode d'amortissement. Hein. Donc, c'est par rapport à la durée de vie. Et donc, on ne va pas avoir l'année de la fabrication, une explosion des émissions de gaz à effet de serre, et ensuite, on n'a que l'utilisation. On amortit toujours, voilà, pour avoir un calcul un peu... Est-ce qu'on a répondu à votre question? Parce qu'on vous a interrompu. Donc, Non, c'est vrai que, le sujet de la méthodologie, c'est un truc qui revient constamment. Et en fait, je trouve qu'il y a un frein pour les clients à s'engager dans une telle démarche. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est pas tant de dire est-ce que j'ai la mesure exacte, c'est est-ce que j'ai un bon point de départ et voir si j'arrive à créer une trajectoire. Ouais. Notre propre calculette. Ouais, bah, c'est ça, enfin, on n'a pas le choix. Hein. Mais après, de toute façon, malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est le gros sujet du Green Tech Forum, qui est le forum du numérique responsable. Je vous encourage à y aller, c'est en novembre à chaque fois. C'est le seul forum aujourd'hui français qui traite de ces questions de développement durable dans les acteurs de l'IT. C'était le grand sujet de l'année dernière, justement, c'était l'automatisation de la mesure. Et aujourd'hui, on n'a pas, même moi je suis experte bilan carbone par exemple, même si on applique la méthode carbone, ben en fait ça va tellement dépendre du périmètre qu'on prend en compte, des facteurs d'émission qu'on a choisis, qu'en fait on ne peut pas faire de comparaison entre entreprises. La seule comparaison qu'on puisse faire, c'est en réalité une comparaison par rapport à nous-mêmes d'année en année, historicisée. Mais c'est déjà pas mal. C'est mieux qu'avant. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, déjà. Surtout que l'énergie aussi, ça dépend de l'horaire, avec les horaires de pic, les horaires de creuse. Pour l'horaire, ça dépend de la source. Alors, on va pas, nous en tout cas dans la méthode de calcul, on va pas dans ce degré de détail. J'avoue, on ne fait pas heure par heure. C'est vrai qu'il y a des moments où on est que du nucléaire et des fois on est beaucoup en renouvelable, donc ça change. Oui, bah, c'est les horaires, ça fait partie des choses où j'en ai pas parlé, mais on en parle dans le livre blanc. C'est de décaler, quand c'est possible, de décaler ces horaires de workload. Typiquement, on a des choses qu'on peut faire tourner en plein milieu de la nuit. Bah, même si c'est pas forcément la nuit pour quelqu'un dans le monde, quand on a un data center qui est localisé en Europe, il y a peu de chances qu'il y ait quelqu'un des États-Unis qui l'utilise à ce moment-là. Donc, le mieux, ça reste de le faire tourner à des horaires où, effectivement, les ressources sont moins utilisées. C'est vrai qu'on n'a pas encore ce genre de tarification. On inciterait à utiliser le cloud provider plutôt en heure creuse qu'en heure pleine. Mais je pense que ça va arriver avec les plans de sobriété. Via Spot, on peut. C'est ça. Via Spot, on peut, ouais. Chez AWS, et ça permet en fait de réguler un peu ton utilisation par rapport. Moi, j'ai eu un client qui avait fait mis pour une de ses applications. Enfin, c'était un ETL. Il n'avait pas forcément besoin des données toujours au même moment. Et il avait mis en place tout un algorithme de calcul qui calculait la courbe de tarif des instances dont il avait besoin sur Spot. Et qu'il avait fini par en définir un algorithme qui lui disait dès que tu descends en dessous de tel prix, parce que après on va commencer à remonter, tu me lances mon workload, et du coup il tombait à des prix complètement dérisoires sur l'utilisation. Et c'est vrai qu'en fonction de ça, on se dit que si aujourd'hui AWS nous met tel prix, c'est que forcément derrière c'est pas utilisé. C'est qu'ils essaient de nous forcer à venir utiliser à ce moment-là, parce que derrière chez eux ça tourne dans le vide, quoi. Donc ça permet de les utiliser, de ne pas laisser, ce qu'on disait au tout début, des machines tourner pour rien. C'est vrai que même les ETL, même si c'est du stateful, le fait de pouvoir utiliser les machines, comme une ancienne mission, il y a chez Amadeus, ils réutilisaient des infra-dev pour faire tous les tests la nuit. En plus, ça permet de tester ces procédures de backup et de restore. C'est ça. Comme ça tourne à 3h du matin, on restaure le matin et ça évite que la machine ne fasse rien pendant toute la nuit quand c'est du en métal. C'est ça. Il y a d'autres questions? Non, je crois qu'ils ont... Oui. Comment motiver en fait les dirigeants par exemple la question qui peut Alors poser. celle-là, je te la laisse. En étant développeur ou en étant DevOps ingénieur,
chemin vers GreenOps. Parce que pour les dirigeants des entreprises qui comptent en fait la réactivité, le temps de création d'applications et l'argent. Mais en tant que développeur qui est en train de faire des choses bien et idéales dans certains cas, comment les motiver en fait, à prendre en fait, ce chemin? Alors, ça dépend de l'organisation. Est-ce que vous avez un responsable RSE Non. C'est une entreprise de quelle taille? C'est 20 personnes pour l'instant. Mais je vous parle d'un cadre général, en fait, au global. En fait, ça va totalement dépendre du contexte de l'entreprise. D'accord. Si vous avez des services généraux qui sont dédiés au développement durable, là, vous allez voir le responsable et puis vous faites de la sensibilisation. Si ce n'est pas le cas, en fait, moi, je vous conseillerais de trouver la personne la plus proche de la direction que vous connaissiez et qui serait la plus sensible sur le sujet. Le premier truc, c'est de sensibiliser la personne. Ça ne sert à rien d'expérience. Moi, à la base, j'étais là, faites passer la bonne parole, allez-y, super, sans vraiment convaincre. Il faut il faut trouver vraiment une personne relais qui soit convaincue en interne. Et cette personne-là, une fois qu'elle sera sensibilisée, relaiera le message. Mais malheureusement, seule, c'est très difficile. Ou alors, vous menez une petite révolution dans votre boîte. Vous faites une fresque du numérique généralisée pour sensibiliser tout le monde en dehors des heures de travail, puisque, pardon, on parle de choses, on n'explique pas. Les fresques du numérique et du climat. La fresque du climat, c'est un atelier environnemental qui est génial. C'est un peu long, c'est 3 heures en présentiel, 3h30 en distanciel. Mais je vous le conseille vraiment. En gros, c'est un jeu de rôle, un petit groupe. On est maximum 16 personnes. Si on a un animateur pro qui peut animer 2 ateliers à la fois, voilà. Mais c'est 16 personnes maximum. Et en gros, l'idée, c'est qu'on a un jeu de cartes avec des grands concepts sur les enjeux climatiques, environnementaux, etc. Et c'est un serious game où on essaie de retracer les liens de cause à effet climatique en groupe. Et la fresque du numérique, c'est cet atelier, mais décliné sur le secteur numérique. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une partie action à la fin. Donc ça permet, parce que c'est hyper déprimant par contre. La partie constat, on est d'accord, donc en fait je suis responsable de la mort, voilà. Mais du coup, ce qui est bien dans la fresque du numérique, c'est qu'après, il y a une partie action, on est là, d'accord, c'est affreux, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement? Il y a plein de choses à faire. Ce qui est extrêmement frustrant quand on bosse dans ce secteur, c'est que quand on sensibilise et qu'enfin on arrive à convaincre les gens que oui, il y a un problème et que oui, il faut agir maintenant et que oui, on est tous responsables, très souvent, la réponse des gens, c'est « non mais bon, de toute façon, trop tard, on ne pourra pas changer, etc. » Il y a plein de choses et c'est ce qu'on essaie de montrer avec ce livre blanc et avec notre offre, c'est que si, il y a plein de trucs à faire. Et donc du coup, n'hésite pas, la fresque je ne travaille pas pour eux, je ne suis pas sponsorisée à la fresque, c'est comme ça que moi j'ai été sensibilisée à la vous pouvez faire ça en dehors de vos heures de travail. Je crois que c'est 10 €. Voilà. 10 €, vous vous inscrivez à un atelier de la fresque, vous invitez tous vos collègues, vous sensibilisez un groupe un peu moteur. Si vous trouvez personne de la direction qui est chaud, et puis sinon vous me contactez et puis non mais voilà, il faut entre gens engagés, il faut se soutenir parce que sinon on n'y arrive pas.